Je suis militant du GFN depuis 1995. Le GFN, c'est un mouvement qui est né au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, début des années 20, qui s'appelle Groupe français d'éducation nouvelle, parce qu'à l'époque, il y avait une ligue internationale de l'éducation nouvelle, et donc il y avait des groupes un peu partout en Europe à l'époque. Et l'idée était, parmi les fondateurs, vous avez des gens comme Romain Rolland, par exemple, l'idée était de ne plus voir la Première Guerre mondiale, de ne plus... C'était le plus jamais ça, plus jamais une guerre comme celle qui venait de vivre, qui était à l'époque non pas déclarée la Première Guerre mondiale, mais la Grande Guerre, voire la der des der. Et donc l'idée était de jouer, enfin de transformer les mentalités pour éviter que des pratiques guerrières continuent à se perpétuer. Bien sûr, si je puis dire, des décennies après, le combat continue, si je peux me permettre. Enfin, ça me paraît évident. Arrivent les années 30, où là, il y a une division au sein du GFEN, et c'est là que Célestin Freinet quitte le GFEN pour des raisons en particulier. Lui, il pensait que les grandes conférences, c'était à l'époque des grandes universités populaires de l'époque, les grandes conférences, ça ne donnait pas forcément de billes pratiques pour transformer sa classe. Et donc, d'une certaine manière, Célestin Freinet va quitter le GFEN et créer le mouvement ICEM Freinet, en proposant des pratiques nouvelles par exemple, le journal scolaire, l'imprimerie, etc., les échanges et tout un tas d'autres choses. Moi, donc, je rencontre le GFN en 95 et j'avoue que depuis, ce que je trouve intéressant dans ce mouvement-là, premièrement, c'était le fait de reconnaître que les savoirs ont une histoire et d'essayer de faire construire aux élèves cette histoire des savoirs comme première rupture épistémique, c'est-à-dire amener les enfants, à partir du moment où ils prennent connaissance de l'histoire des savoirs, à éventuellement entrer en rupture avec leur représentation du monde. Comment aborder, par exemple, la question de Darwin et de la théorie de l'évolution ? Pour moi, il me semble fondamental, premièrement, de la faire construire en ne trichant pas sur les débats théoriques qui ont eu lieu à son époque. La deuxième chose, c'est de montrer que ces débats théoriques continuent. Faire saisir aux enfants que, y compris un savoir qui paraît aussi dur que la théorie de l'évolution, premièrement, c'est un savoir qui s'est construit dans des débats qui sont des débats très intéressants et qui, je suis sûr, vont faire écho avec leur représentation du monde, mais ensuite, que ces débats continuent et qu'ils s'enrichissent parce que, si je puis dire, y compris, il y a eu des détournements de la pensée de Darwin qui ont abouti à ces deux horreurs que sont ces deux horreurs, si je puis dire, ces deux types de pensées terroristes que sont le darwinisme social d'un côté et l'eugénisme de l'autre. Donc, là aussi, les faire rentrer dans l'idée que les savoirs peuvent être détournés par d'autres, mais pour quel type d'intérêt ? Alors là, on rentre non seulement dans l'histoire des savoirs, mais dans l'histoire des pratiques autour de la façon dont on utilise ces savoirs. La deuxième chose, c'est que ce que j'ai trouvé d'intéressant au GFEN, c'était l'articulation théorie et pratique. Autrement dit, quand dans ma classe ça ne va pas, qu'est-ce que je peux changer à mes pratiques pour que ça aille mieux ? Ça, c'était, autrement dit, changer le point de vue, si je puis dire, du formateur, ou la posture du formateur. Ça, là-dessus, je suis, comment dire, il me semble intéressant de ne pas se penser comme un formateur formatant, mais comme un formateur formé par ceux qu'il est censé former, et d'une certaine manière se formant ensemble avec ceux qu'il est censé former. Et donc ça change beaucoup de choses sur la manière de concevoir, y compris les programmes, les pratiques dans la classe, l'interrogation sur les difficultés des élèves, etc., etc. Il y a une troisième chose qui, moi, m'a plu au GFEN, quand j'y suis rentré, c'est moi ce que j'appelle l'intellectuel collectif. C'est-à-dire l'articulation entre une démarche singulière de pensée et un collectif qui a déjà une histoire de pratique, de théorie, de pensée donc, et le fait que cet aller-retour dialectique entre l'individu et le collectif, c'est ce qui, d'une certaine manière, peut créer une pensée singulière, mais une pensée singulière, c'est jamais une pensée sans les autres, c'est jamais une pensée contre les autres, c'est une pensée avec les autres, en tout cas avec ceux avec qui on travaille. Donc voilà, c'était les trois fils conducteurs qui ont motivé mon engagement au GFL. L'ai-je bien présenté ? Très bien. Bon. Alors maintenant, je vais parler un peu de moi, mais de la façon compétence et résistance.
peut-être que certains d'entre vous ont déjà signé une pétition où il y avait marqué Pascal Diard risque d'être licencié, patati patata. Il faut savoir que j'ai, comment dire, subi et en même temps profité, je vais le dire de façon dialectique, de cette inspection en 8 ans, la dernière étant en janvier 2011. Et je trouve assez intéressant de cette inspection en 8 ans, je trouve intéressant d'avoir résisté jusque-là parce que, pour finir, la dernière inspectrice a craché le morceau sur le sens de ces inspections. Je vais juste vous lire un extrait du dernier rapport d'inspection auquel je n'ai plus répondu parce que maintenant j'en ai marre de répondre. Et puis parce que, voilà, Monsieur Diard a expliqué être toujours, entre guillemets, en recherche pour ce qui est de l'évaluation, mais a accueilli avec un sourire le conseil de s'appuyer pour l'évaluation et l'auto-évaluation des élèves sur les compétences désormais listées dans l'introduction des programmes. Je continue à sourire. Il est vrai que cette pratique exige une grande rigueur et suppose qu'on ne se limite pas à écrire, entre guillemets, « vous ne me dites rien de vos réussites et de vos difficultés ». Cette phrase qu'elle a chopée dans ce que j'ai construit avec les élèves comme fiche d'auto-évaluation et qui était en gros, je demandais aux élèves sur quels étaient selon eux leurs échecs et leurs réussites. Bien sûr, les élèves, face à un prof qui leur demande ça, c'est un peu inédit pour eux. Donc, dans un premier temps, ils se cachent derrière des phrases générales et moi, je leur renvoyais cette fiche-là en leur disant « mais vous ne me dites toujours rien de vos difficultés et de vos réussites ». Pour finir, certains me disaient « je ne sais pas lire une carte, je me sens mal à l'aise au paragraphe argumenté », et je leur disais à ce moment-là, là on va pouvoir bosser. Ce qu'elle ne dit pas, l'inspectrice. Elle dit après, par contre, et c'est ça que je trouve intéressant, qu'il faille donner aux élèves, et singulièrement aux élèves en difficulté, une image positive d'eux-mêmes afin de les aider à se construire et à prendre confiance en eux. Qui le contesterait? Monsieur Diard n'a pas le monopole de l'humanité. Mais, et j'aime beaucoup le mais, qu'il faille pour cela leur faire croire et espérer qu'ils auront aux examens nationaux et plus tard à l'université des notes sans commune mesure avec les capacités, entre guillemets, objectives, rédaction, orthographe, connaissance, argumentation rigoureuse, etc., qui sont actuellement les leurs, est démagogique. Et là, je crois qu'ils ont lâché le morceau. C'est-à-dire que ce qui ne leur plaît pas dans toute forme de pédagogie nouvelle, d'où les détournements des mots, c'est qu'on puisse restaurer en l'élève, mais j'ai envie de dire aussi en l'enseignant, la capacité à se mettre en recherche et à dépasser ses propres, si je puis dire, sa propre conception de là où on en est dans l'aventure des savoirs. La seule évaluation, la seule réponse que j'ai à ce rapport-là, c'est une élève qui un jour m'a écrit par mail « Bonjour monsieur, je suis une ancienne élève du collège Henri Barbus à Saint-Denis. Aujourd'hui, je fais partie d'une télévision associative à Saint-Nazaire, dans le 44, et d'une association de défense de téléspectateurs. Si je vous envoie ce mail, c'est parce que j'aurais souhaité vous interviewer sur l'éducation nouvelle avec mon association. Je garde un beau souvenir de vos cours peu ordinaires. En nous faisant réfléchir, vous nous avez permis de comprendre que nous pouvions agir en tant que citoyens. Nous avions la possibilité de faire citoyen par l'action, par le projet, par l'échange. Et pour cela, je voulais vous remercier. En ce qui me concerne, du haut de mes 14 ans, à l'époque, vos cours, entre guillemets, ont été une chance, car ils m'ont permis de me sentir investi dans une société où je pensais ne pas pouvoir agir. Je pensais que mes conditions de vie modestes étaient une fatalité et qu'on ne pouvait pas faire face aux inégalités. Aujourd'hui, j'ai conscience que je dispose des mêmes droits que tout le monde. Votre regard sur l'éducation m'a beaucoup aidé à me sentir citoyenne. Aujourd'hui, je suis une citoyenne active qui remplit mes devoirs et milite pour une société plus juste et égalitaire. Bon, quand on reçoit ça, pour moi, c'est le seul rapport d'inspection, si je puis dire, que j'accepte à 100%. La façon dont j'ai résisté à ces 7 inspections en 8 ans et la façon dont maintenant ils ont craché le morceau sur le fait qu'il est, en gros, l'injonction qui nous est faite, c'est interdit de laisser croire aux élèves de Seine-Saint-Denis qu'ils peuvent réussir là où réussissent les élèves du 92. Pour moi, la résistance, elle a été d'abord, la résistance, elle a été individuelle, parce que quand vous recevez le premier rapport où on vous déclare dangereux, alors que vous avez un certain sens de votre métier, vous prenez ça en pleine gueule. Et puis, il y a, à un moment donné, le fait que vous vous êtes déjà construit une vie de résistance collective à travers l'activité syndicale, par exemple, ou bien à travers l'activité de militant pédagogique. Et là reviennent, heureusement,
si je puis dire, ce que Henri Lefebvre, un de mes philosophes préférés, appelait la spontanéité cultivée. C'est-à-dire qu'ils reviennent, si je puis dire, vous décrochez votre téléphone et vous prévenez les amis. Et parmi les amis que j'ai rencontrés, donc il y avait Jean Carrois, qui à l'époque était commissaire académique à Créteil pour Sud Éducation, et Jeanne, Dion et toutes les copines du GFN d'Île-de-France. Ça, c'était la première chose. C'est-à-dire que la première résistance que je leur ai opposée, c'est un réseau. Et un réseau qu'ils n'imaginaient même pas. Parce que ces gens-là, quand ils vous convoquent, dans la logique de compétence, ce que je trouve intéressant parmi leurs contradictions, c'est que, fondamentalement, pour moi, leur idéologie, c'est l'individualisme méthodologique. Or, ils sont tellement dans l'individualisme méthodologique que quand ils convoquent un enseignant comme moi, ils pensent que je suis un individu isolé, exalté, et que donc on va réduire son exaltation au degré zéro de la contestation, et qu'on va pouvoir le virer sans aucun problème. Or, la première réunion que j'ai eue, celle chez le DRH, la surprise a été qu'ils étaient 2 et que moi, j'arrivais à 4. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement Jean Carrois de Sud Éducation, moi qui étais de Sud Éducation, mais aussi une commissaire académique du SNES et la dirigeante du SNES de Montbahut, avec une pétition de tous les collègues. Et là, ça les a déjà premièrement surpris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve intéressante quand je parle de résistance par rapport à cette logique de compétence, c'est comment utiliser les contradictions de l'autre. Eux, ils ont bien su utiliser nos contradictions en détournant nos notions. Eh bien, qu'on détourne leur détournement, si je puis dire. Négociation avec le DRH, proposition. Monsieur Diard, en gros, vous êtes ici pour pédagogie singulière. Hein. C'était ça, en fait, le motif de ma réorientation professionnelle. Pédagogie singulière. Et donc, parce que je ne suis pas un bon enseignant, mais que j'ai quand même une pédagogie singulière, il me propose de m'enlever de mon poste d'enseignant à Saint-Denis et d'aller au CNDP, au Centre National de la Documentation Pédagogique. Première chose que je trouve assez intéressante. Autrement dit, visiblement, c'est des branleurs hein, au CNDP. Hein. Puisque vous êtes un branleur dans vos classes, allez-vous, etc., etc. Je vais donc rencontrer le directeur du CNDP. Et j'écris un CV de 3 pages. Parce que je détaille tous les, si je puis dire, tous les chefs-d'œuvre pédagogiques que j'ai réalisés avec mes élèves. Moi, grâce à mes élèves, j'ai rencontré dans mes classes Albert Jacquard, Sebastião Salgado, Yves Lacoste, 4 dignitaires religieux dans un débat. Qu'est-ce que ça veut dire connaître la religion de l'autre en 5e? Un débat qui a duré 2 heures en 5e au collège Henri Barbus à Saint-Denis. D'ailleurs, le directeur du CNDP, que je rencontre dans un entretien, plus ou moins d'embauche, me dit « Oh, extraordinaire, vous avez des compétences professionnelles d'enseignant reconnues. » Alors voilà, je vais vous proposer, puisque vous avez ces compétences professionnelles-là, je vais vous proposer, accrochez-vous bien, j'ai amené les notes que j'ai prises lors de l'entretien, parce qu'à un moment donné, j'y ai pas cru. Vous avez donc des compétences d'enseignante, donc je vais vous proposer d'être secrétaire d'édition pour une revue, Éducation et Management, qui s'adresse aux chefs d'établissement. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre le directeur du CNDP et le recteur, il y avait une querelle de budget. Personne ne voulait me payer. Du coup, le recteur cochon qui s'en dédie, a dédouané son DRH. Et je suis toujours prof à Saint-Denis, au lycée Sugère. Bon, depuis, il m'envoie d'autres inspecteurs, etc., etc. La dernière a craché le morceau, on n'en parle plus. Il me semble qu'il serait intéressant de penser la notion de compétence dans un pôle dans un réseau dialectique à 3 pôles. Le pôle compétence, le pôle savoir et le pôle connaissance. Pour moi, ces 3 pôles-là sont en interaction dialectique, d'abord parce que, pour moi, la connaissance, c'est la possibilité de poser la question d'une théorie de la connaissance, et donc en particulier de ce qu'est la nature de l'homme, d'une certaine manière, à travers cette aventure qu'est la connaissance. Ça, c'est le pendant théorique, si je puis dire. Les savoirs, pour moi, ce seraient les savoirs qui nous servent à interpréter et à transformer le monde si on a envie de le transformer et si on a pris conscience que la transformation de ce monde est éventuellement urgente, pas seulement pour la planète Terre, mais aussi pour la planète Homme. Et puis les compétences, j'ai envie de dire, ce serait plutôt du côté des pratiques, pour s'émanciper. Mais le S apostrophe, pour moi, dans s'émanciper, c'est à la fois soi et avec les autres. Pour moi, le S apostrophe, c'est soi et nous en même temps. C'est ça que je trouve intéressant. Et donc, ces 3 pôles, pour moi, la compétence, c'est du côté du pôle des pratiques d'émancipation. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas concevoir les compétences comme étant des pratiques d'émancipation? Si on les met en lien avec la connaissance, c'est-à-dire l'aspect théorique de ce qu'est la connaissance, et si on le met en lien avec les savoirs qui sont pour moi des moteurs de l'interprétation et de la transformation de son monde à soi, du monde des autres et du monde en général. Tout ça, ces 3 pôles dialectiques, tout ça autour, enfin j'ai envie de dire en réseau avec un autre noyau, si je puis dire conceptuel, qui est la question des valeurs. Pour quelles valeurs on se bat autour de ces 3 noyaux-là en tant qu'enseignant? Des valeurs marchandes?
Non. Nous, c'est clair, c'est non. Des valeurs d'usage, on peut les trouver à travers la mission de service public. Mais j'ai envie de dire une valeur anthropologique, moi, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire la rencontre avec l'autre. Et il se trouve que c'est grâce à mes élèves que j'ai pu continuer à, y compris à faire ce travail de recherche. Pour moi, et un travail de recherche, y compris sur ce qu'est aujourd'hui les enjeux de l'historiographie. C'est-à-dire les enjeux du discours sur l'histoire. En particulier, c'est grâce à eux que je me suis intéressé à tout ce qui s'écrit sur l'esclavage et la traite négrière comme étant un des moteurs de l'accumulation du capital, un des moteurs de l'accumulation primitive du capital, pour employer les termes d'un autre philosophe que j'aime bien qui s'appelle Karl Marx. Donc, mais c'est mes élèves. Moi, mes élèves m'ont aidé à penser, à continuer à penser.